Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture. Et nous sommes de retour au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous écoutez le premier épisode de la 2e saison du Masque et la Plume dans le cul. Et oui, qui l'eût cru? Le Masque et la Plume dans le cul est de retour pour une saison 2. Et plus fou encore, l'année dernière, nous avions enregistré le tout premier épisode de l'émission avec Alexis Langlois, le jour du vote de la motion de censure du gouvernement Barnier. Or, que s'est-il passé aujourd'hui? Le gouvernement de François Bayrou est tombé! Coïncidence, je ne crois pas. Mais nous, les plumes dans le cul, ça ne nous suffit pas. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? Macron, démission! Macron, démission! Macron. Ouais. Mais malheureusement, derrière cette bonne nouvelle se cache un drame. Oui. Par la force des choses, dès ce soir, Rachida Dati n'est plus ministre de la Culture à l'heure où je vous parle. Oui, petit ange de la culture patrie trop tôt. Rachida Dati aura laissé sa marque grâce à une communication digitale au cordeau. On se souvient. Au festival des Vieilles Charrues, franchement, ça donne envie de danser, ça donne envie de se prélasser, ça donne envie de jouer, ça donne envie d'y rester. J'adore. Mais c'est surtout grâce à une mesure historique qu'elle est désormais inscrite au panthéon des grandes figures de la Ve République, aux côtés d'André Malraux, Simone Veil ou encore Robert Badinter. À savoir, on écoute. Bonjour à tous. Maintenant, enfin, c'est possible. La contrebasse peut voyager avec son contrebassiste dans tous les trains de France et sur tout le territoire national. Amis contrebassistes, peut-être auriez-vous aimé plus d'argent pour la création musicale et pour l'intermittence, mais arrêtez de vous plaindre. Il s'agissait là d'une mesure inclusive pour les contrebasses qui ont le droit d'être traitées comme des usagères SNCF comme les autres. Oui, votre contrebasse aussi doit pouvoir croire que les Ouigo à 10 € existent. Elle aussi a le droit de payer son café 4,50 € au Vingovar. Elle aussi a le droit de faire un trajet de 8 heures Paris-Toulouse en pleine canicule avec une climatisation défaillante et une bouteille d'eau de 25 centilitres que tout le monde trouve super mignonne. Mais quand même, Evian, ils abusent un peu de faire payer ça 3 € au relais de Brive-la-Gaillarde. Mais surtout, c'est au Masque et la Plume dans le cul que son absence se fera ressentir le plus douloureusement. Le vide qu'elle laisse derrière est immense. De qui vais-je bien pouvoir parler dans mes introductions? Qui pour prendre la suite de notre icône problématique préférée? Donc j'espère très fort qu'Emmanuel Macron saura nous régaler d'un successeur à la hauteur de Rachida Dati. Et oui, Stéphane Bern, je pense à toi. Mais heureusement, pour traverser cette période difficile, nous pouvons regarder l'émission Les Traîtres sur M6. Et non, ce n'est pas le documentaire sur le Parti Socialiste. Les Traîtres, c'est une version télévisée du jeu Loup-garou, où des personnalités doivent démasquer les traîtres qui se cachent parmi eux. Et nous avons déjà notre candidate préférée, Marlène Schiappa. Et l'ancienne ministre n'est pas venue seule. Non, elle est venue accompagnée de sa meilleure amie, Anaïs Lunet, qui est décrite comme une entrepreneuse. Alors, pourquoi elle est là? On ne sait pas, mais on adore. Autant dire que Marlène Schiappa nous régale déjà, et a même réussi à citer Georges Marchais dans le premier épisode des Traites en disant « Vous êtes venus avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. » Et des questions, Marlène, nous en avons en effet. Pourquoi as-tu été décorée de la Légion d'honneur? Est-ce que tu as honte d'avoir participé à démonétiser le féminisme en faisant un outil nationaliste et raciste? Pour citer une ancienne ministre de la Culture, partie trop tôt,
En Marche, c'est qui? Des traites de gauche et des traites de droite? Tu es donc tout à fait à ta place dans cette émission de divertissement, Marlène. Alors, pour mettre fin à ce cirque politico-médiatique, une seule mission, bloquer tout le 10 septembre. Mais avant de tout bloquer, c'est l'heure de débloquer et de libérer de sa cave celle qui a malheureusement échoué à obtenir le poste de mascotte en remplacement de la vachette dans la nouvelle version d'Interville. Babouchka Babouche! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Mao, ça va? Bonsoir. Ah non, moi là c'était un peu compliqué. J'ai fait l'erreur de boire un verre de rosé cet été avec Elisabeth Lévy et depuis elle me harcèle. Elle me suit partout, je préfère me cacher. Et elle est pas là? Non, ok. Voilà. C'est tout. C'est tout. Être harcelé par Elisabeth Lévy, c'est pas suffisant. Non, mais j'avais besoin de dire qu'on m'a proposé de faire les traîtres. Voilà, j'avais juste. Oh, c'est bien pourquoi payé. tu refusais? Et parce que vous êtes. En fait, juste pour l'instant, je suis pas au niveau de ma carrière. Je dis pas qu'elle est haute ou quoi. En fait, j'arrive pas à accepter le cringe. Donc, par exemple, on m'a proposé aussi de faire Fort Boyard. Et j'ai dit non. En fait, je m'excuse, genre un jour, donnez-moi 5 ans, je fais Danser avec les stars. Mais là, laissez-moi kiffer un peu de croire que je suis bankable, machin. La cape des traîtres. Voilà, Ouais, fashion faux pas. Problème stylistique. Et Fort Boyard, ils m'ont rappelé pour me dire est-ce que le problème c'est parce que c'est que tu vas être mal habillé? C'est à quoi? J'ai vraiment répondu oui. Et le producteur m'a rappelé pour dire on a parlé avec l'équipe, on est d'accord que toi tu mets pas un cycliste noir et tout, bref. Et moi j'ai dit, bref. Après j'ai su qu'ils en feraient genre un enjeu narratif, donc voilà, c'est bon, j'ai fini. Et évidemment, un épisode du Masque et la Plume dans le cul ne serait pas le même et surtout n'existerait pas sans notre régisseuse exceptionnelle, Ous. Et pour cet épisode de rentrée, quoi de mieux que de recevoir une artiste dont l'humour corrosif, féministe et un peu trash nous fait beaucoup rire. On est hyper heureux de la recevoir pour commencer cette deuxième saison. Mao Drama. Je suis très heureuse d'être avec vous. Très. Oui. Alors j'avoue que j'ai un peu l'impression que t'es partout. J'ai l'impression que tu es sur France Inter, tu es sur Quotidien, tu es sur scène, tu reprends la rentrée. Et tu as eu même le temps d'écrire Que jeunesse se passe, ton premier livre. Est-ce que tu as pu te reposer un peu pendant l'été ou pas? Non, mais en fait, si, enfin oui et non, je m'explique. J'ai fait 3 semaines de vacances et c'était pas reposant parce que je suis allée vivre des aventures. Genre, je suis allée à l'île du Levant. Il y en a qui connaissent ou pas? Oui. That's Naturist and Queer. Hein? Qui, quoi? On est à poil, absolument. Ça fait complètement partie du concept. À tel point que c'est même dans le truc municipal, ça me fait trop rire. Genre, t'as une amende si t'es pas tout nu sur le front. C'est vraiment nos règles inversées de vie. L'île du Levant, c'est l'île avec les gays musclés à poil. Tout le monde n'est pas musclé, je vous jure. Non, mais... Certes, tu étais là. Non, mais en plus, j'ai des potes qui m'avaient dit je me sens mal à l'aise à l'île du Levant parce que j'ai l'impression que tous les mecs ils sont genre twink, cunt, bien foutus. Non, not on my name, hein. Franchement, très peu de gens sont bien foutus. Et beaucoup de pénis. Par contre, préparez-vous les lesbiennes, c'est dur. 8 jours, je les ai vues de toutes les formes, toutes les trombones, machin, ça fait beaucoup. Voilà, faut juste se préparer psychologiquement. Est-ce que t'en as vu un vraiment laid? Franchement, ouais. Tu peux nous le décrire ou pas? Bien sûr. Merci. Enfin, si on a le consentement de la salle. Est-ce qu'on peut décrire le pénis dans vos oreilles? Vous arrêtez. Ça se fait pas et c'est horrible. Genre, c'est un truc qu'on ferait pas du tout dans la vraie vie, on est d'accord Non, mais fermez les yeux et imaginez. On est avec mon meilleur ami Julien sur le bord de mer. Et il y a un homme qui crie « Ah !» Il s'est fait piquer par une méduse. Et là, il sort et Julien fait « Il y en a une, elle sait trop bien s'occuper des piqûres de méduses, c'est Mao. » Genre, bon, ok, la plaie. Bref, donc il sort, donc je commence à le gratouiller avec une... En fait, sachez qu'il faut gratter avec genre une carte de crédit pour enlever les petits hameçons invisibles. Après, il faut qu'il retourne dans l'eau, machin. Et donc, il était piqué au niveau du bassin. Et donc, mon regard va vers le pénis. Et là, je me rends compte que c'était trop triste. Il avait un petit pénis qui ressemblait genre à une trompe d'éléphant. Elle était plus petite au bout qu'à la base et elle faisait 2 cm. Et là, c'était horrible parce que je me suis dit, sa vie doit être tellement difficile. Genre sur Grindr, le nombre de fois où il a dû se dire, je le dis pas pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et il est arrivé, les gens ont fait, je prends beaucoup de plaisir alors que c'était pas vrai. En fait, j'ai imaginé toute sa vie, j'ai eu beaucoup de peine et ses couilles étaient énormes.
Après, c'est peut-être un grower et pas un shower. I know the difference, but there was a little bit to grow. Little bit. Et justement, on parle de corps. Et voilà, Laura Adler est de retour. Et donc, en fait, notamment dans ton bouquin, tu parles de ton rapport au corps, de te fait que tu te faisais insulter au collège, etc., notamment. Notamment, tu revendiques un peu la vulgarité, qui est quelque chose dont on t'a beaucoup... voilà, on t'a souvent dit que tu étais vulgaire. Non mais on te débrouille avec le reste de la phrase. Yes. Pourquoi tu aimes ce qui est pointé comme vulgaire? Qu'est-ce qui te plaît dans la vulgarité? Je dirais... Bon, déjà que c'est un point commun entre Marlène Schiappa et moi. Non, je dirais que la vulgarité, c'est quelque chose qui s'excuse pas et que c'est ça que j'aime bien. Voilà, ça sera ma seule réponse. Mais c'est une très bonne réponse. En fait, aussi, c'est juste mes goûts. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle était là. Je me rappelle, un jour, elle m'a parlé grave sérieusement à 16 ans. Elle était là, Mao, ça fait 2-3 ans que t'es cul en jupe courte, nanana. Elle m'a dit, ça t'existe, on sait que t'es là. Est-ce qu'on peut t'amener faire du shopping et t'acheter des vêtements normaux? Et j'étais là, mais c'est mes goûts. Voilà, that's all. Après, faut pas oublier que la vulgarité, ça vient de vulgus, qui veut dire le peuple. Absolument. Donc, Mais, populaire. mais- Bah, bouche, bah, bouche. Merci pour cette étymologie latine. Et allier sexualisation et intellect, évidemment, puisque Bien gros sûr. seins, gros neurones. Et dans ton livre, tu racontes aussi ton arrivée dans le stand-up et la difficulté que tu as eu à t'imposer dans ce monde-là. Notamment, on a reçu Noam Cinsault dans la saison précédente où tu as créé le Comedy Love avec Tani et Lucie Carbone. Et donc, Noam a commencé à faire ses premières scènes là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et aussi comment certains lieux, parce que tu en parles dans ton bouquin, je trouve ça hyper intéressant, comment certains lieux comme le Panama Art Café ou même le Jamel du Comedy Club sont un peu faiseurs de rois, et vraiment rois au sens où il y a très peu de place pour les femmes, les personnes racisées, les minorités de Ouais, genre. d'ailleurs, mais tout est dit si bien. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, du milieu masculin du stand-up? Et du boys club. Tu rates jamais une occasion de dénoncer, bébé. Alors moi j'ai commencé le stand-up, quel âge? Bon, on va dire qu'il y a 9 ans. Et donc quand j'arrive, c'est vrai que ça se passe très mal. Genre personne me calculait mais vraiment. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, genre you're in a drag room, tu vas faire ton drag show. Vous parlez entre les drag queens quand vous vous maquillez? Oui. Voilà. Moi, j'arrive en coulisses, personne me parle. And it's something, genre personne te fait la bise ou quoi. Donc déjà, quand moi j'arrive sur scène, je suis hyper malaisée d'être là. Quand j'arrive il y a 10 ans, en plus, il y avait encore moins de femmes qu'aujourd'hui dans l'humour. Donc je pense que même le public n'était pas éduqué à voir des femmes sur scène. Il y avait ce truc, c'est pas de leur faute, ils étaient socialisés à penser que les femmes n'étaient pas drôles. Donc voilà, donc j'étais jamais programmée. Et alors en plus, je suis arrivée tout de suite avec mon look et mes sujets féministes, machin. Donc ils disaient que je faisais des conférences et que c'était pas drôle. Et donc... Je rencontre pendant un concours une jeune femme avec une très belle afro qui s'appelle Tani et qui me dit « Mao, est-ce que tu penses que tu serais bisexuelle ?» Et moi, j'étais en mode genre... Voilà, c'était vraiment la fin de la phrase. Elle m'a envoyé un message genre 2-3 semaines après qu'on a encadré. Je suis désolée, chez moi. Sur Facebook, elle me dit « Es-tu prête maintenant à en parler ?» Et après, du coup, là, en fait, on s'est revu et avec Lucie, et on s'est dit « Vu que personne nous donne l'heure, on va créer notre propre endroit. » Pour s'autoprogrammer, putain, miskin. Genre... Mais après, peut-être dans le drag, c'est pareil, personne ne te programme. Du coup, t'as ta propre scène drag pour exister et t'exposer. Non, et mais moi, ton j'ai public. littéralement fait ça aussi, ouais. Et t'as vu? Regarde, presque Ouais. l'intermittence. Donc, ça marche. J'ai l'intermittence. Je sais, ouais, bravo. Voilà. Et j'espère Drag Race, putain. Moi, je sais pas pour ma santé mentale, mais pour après le slay, grave. Franchement, fais-le. Moi, j'ai une manifestation où je suis dans la saison 4 en judge, j'étais là. Pas vrai, Nicky Doll? On écoute, hein. Mais avoue, juste une drag queen, genre comme elle, genre Fauci et Marteau, ce serait pas ouf dans Drag De Race? ouf! Le peuple pense quoi? Babouche dans Drag Race. Arrêtez. Et donc... donc, blablabla. Donc, ok, donc on crée notre scène. Après, nous rejoignent 2 personnes qui sont Noam Cinsault et Lou Trottignon. Et puis après, en fait, les gens étaient étonnés, mais notre première, il y avait genre 120 lesbiennes dans une petite péniche qui pouvait en accueillir 70 parce qu'ils disaient qu'on était de niche, mais pas du tout. Il y avait tout un public pour ça. Puis il y avait une ambiance de ouf parce que pour une fois, pour les gens qui aimaient pas le stand-up, moi je suis comme les autres gens, j'aime pas le stand-up. Mais si tu t'es habitué à ce que le stand-up se moque de toi et là tu découvres un crew qui se moque des manœuvres sociologiques qui amènent à la discrimination, le regard change. Bon, bref, ensuite. Voilà, donc Non, Bref, mais... au final, on finit tous par percer, mais ça a mis 1000 ans. Et maintenant, même aujourd'hui, en vrai, ils nous trouvent toujours pas légitimes. Mais nous, on s'en bat les couilles.
Parce que on est tous en train de devenir des stars, Noam, Tani, Lou et moi. So we don't give a fuck. Et oui, et heureusement que vous êtes là, ça fait du bien. Et en parlant de tes débuts, on a une petite surprise façon boîte à secrets de Faustine Bollard, un tout petit peu plus trash. Quelqu'un que tu connais bien a répondu à notre grand appel à anecdotes et nous a envoyé ce message. Bah, coucou les petits loups, coucou les petits chats, coucou les petits cafards d'after, parce que vous êtes quand même dans une cave un lundi soir. C'est hyper dur pour moi de raconter une anecdote sans dire à quel point, genre, juste, j'adore cette personne. Mao, c'est la petite cancoyote la plus délicieuse qui m'a été amenée à rencontrer. Elle est fucking créative, elle est fucking drôle, elle est fucking gentille. D'ailleurs, elle est tellement forte qu'elle a même écrit un livre, putain. Genre, allez l'acheter, c'est un banger ou un banger, comme disent les jeunes. Et du coup, on m'a demandé de choisir une anecdote. Du coup, grave dur pour moi parce que j'ai 1000 trucs que j'ai envie de raconter. Genre, beaucoup de choses à base de caca dans la rue ou dans la forêt. Mais je me suis dit que peut-être d'autres s'en chargeraient. Puis il y avait d'autres choses qui me sont venues en tête. Un peu mon côté genre BNF archive. C'est genre, je me souviens par cœur des premiers sketchs de Mao qui étaient genre hilarants. Bon, Mao, tu me diras si je me trompe, mais il y avait un premier sketch qui était un peu en mode moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis parisienne. Ouais, c'est un vrai métier. S'asseoir à des terrasses de café en fumant des clopes avec un chardonnay et de critiquer les gens qui passent. Mais on n'est pas cruel, on critique que le physique. Voilà, je vous aime fort les petits chats, je vous embrasse. Et je suce la bite du beau brun au premier rang. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce vocal. Il m'a dit qu'il t'adorait. Je me demande si c'est pas toi le bobin, genre en secret. Oh, écoute, Julien, on en reparle. Donc, c'est un message de Julien, le meilleur ami de Mao, à qui ton livre est dédié. Alors, il se passe beaucoup de choses dans ce vocal, donc on pourrait parler de beaucoup de choses. Et moi, ma question, c'est. Bah oui, il parle beaucoup comme moi. Tu comprends grave pourquoi c'est mon meilleur ami. Ben, c'est vrai. Tu lui as posé une C'est question, vrai. il était là. Et alors la cancoyote? Genre, mec, raconte une anecdote. Mais moi, ma question, c'est pourquoi t'es entouré par autant d'homosexuels? Parce que j'ai de la chance. Et d'ailleurs, en parlant de queerness et d'homosexuels, tu as pas mal utilisé la première partie de ton spectacle pour donner un espace à des artistes de performer, notamment donc issus du milieu queer. Des artistes super d'ailleurs, on m'a dit. Alors oui, voilà, moi j'ai une question. Est-ce que tu regrettes pas d'avoir proposé à Babouche Babouche de faire ta première partie? Franchement, j'avoue, genre, c'est garde que je fais, genre, c'est un immense regret à chaque fois que je crie Babouchka et que je la vois entrer sur scène. Mais en fait, déjà, Babouchka, je trouve ça trop mignon parce que elle a fait mes premières parties, genre, il y a déjà 4 ans quand j'étais pas connue. Et après, j'ai voulu qu'elle suive sur chaque salle de plus en plus grande où j'allais. Bref, et d'ailleurs, tu seras sûrement la toute dernière au Folies Bergères le 3 décembre. Ainsi qu'au Stade de France dans 2 ans pour ta tournée avec Bigard. Non, on est trop de gauche pour ça, ça nous arrivera jamais. Il y a un plafond de verre, Babouchka. Et Babouche, non, je regarde pas du tout parce que chacune de ses tenues, moi visuellement, déjà, je suis très amoureuse d'elle. C'est drôle, c'est camp, c'est fun. Ah bah c'est drôle en anglais, fun, donc je l'avais déjà dit. C'est fashion. C'est coloré, c'est plein d'idées. Et moi, j'adore ça. Et tu es très drôle. Et je pense que plus tu vas travailler. Non, je sais pas comment ça va dire. Non, mais l'humour que je sais que tu as travaillé avec Mami Wata, notamment sur le truc pour être. Enfin bref, tu commences à être full drôle, full Je sais auteur. pas si on a le droit de le dire. T'as rien fait. T'as fait. Bah, on coupera au montage. Et, Non, on va le laisser. Comme ça crée un peu, tu vois. en gros, je pense qu'il faut pas que tu sois Un sentiment de paresseuse et que tu proximité. continues à taffer. Nous, vraiment. Non, mais je m'explique. Je suis grave pas Lou paresseuse, Trottignon en plus. et moi et Noam, vous n'imaginez pas, on a fait chaque soir 5 scènes tous les soirs pendant 4 ans pour arriver dans l'esprit des gens, être aussi drôle que les teubés qui leur parlent de leur tub sous la douche ou de la trottinette. Mais du coup, vu qu'on apporte d'autres sujets, notre niveau demandé, il est beaucoup plus grand. Donc voilà, mais tu as déjà tout pour être une star. Alors qu'il y a plein de gens, les pauvres, moi j'en vois plein des stand-uppers, ils ont rien et ils espèrent trop que ça va se Rien. passer. Et toi, tout se passera car tu es une star. Et en parlant, donc, moi j'ai vu ton spectacle le soir où Babouche faisait la première partie. Oui, Et j'étais là. je voudrais. Non, mais il y a un. Mais t'as marché à chaque fois d'ailleurs, t'as pas habité une fois. Je suis pas tombée. Non. Mais justement, non, mais c'est vrai parce qu'il y a un truc de vulnérabilité qui s'est passé parce qu'en fait, ce soir-là, il y a quelqu'un qui est allé aux toilettes à 10 minutes de la fin du spectacle et elle est re-rentrée. Et toi, tu lui avais Et dit. tu lui avais dit, genre, re-rentre pas, je suis en train de conclure, en gros, tu vois. Et en fait, elle est re-rentrée et c'était assez difficile à voir pour toi, mais aussi, je trouve que, enfin,
de montrer à quel point c'est une risque d'être sur scène parce qu'en fait, elle est re-rentrée à la fin et Mao, en fait, t'as été vraiment déconcentré et t'as un peu fini en queue de poisson et t'as réussi à retomber sur tes pattes un peu à la fin. Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant et en fait, à chaque fois sur scène, même si tu l'as fait des dizaines et dizaines de fois, le spectacle est vraiment vivant. Voilà. Et notamment dans une interview, tu as dit que l'adrénaline de la scène était quelque chose qui était encore plus fort que toutes les drogues que tu avais déjà essayées. C'est dire. Et en quoi c'est différent la scène de, par exemple, la radio, la télé, etc. Est-ce que tu préfères ça? Comment tu... Alors, le temps que tu réfléchis à ta réponse, à la meuf là qui est arrivée alors qu'on lui avait dit de pas revenir, t'es vraiment une conne. C'est pas classe du tout, pas vrai. C'est pas classe ce qu'elle a fait. Oui, non, mais il y a plusieurs choses que le public... Elle a cassé ton groove. Elle a grave cassé mon groove. Et en plus, elle ressemblait grave à une meuf qui s'appelle genre Daphné. Genre, j'espère que personne s'appelle Daphné. Daphné Burki. Genre, oh non, putain, Daphné. Daphné. Ok, je trouve qu'elle avait un air qui s'appelait Diane. Genre, elle était beige, elle était coquille Notre d'œuf, Diane. elle était non-couleur, cette femme. Je pense qu'elle était assistante de projet. Mais en fait, en gros, faut comprendre déjà, ce jour-là, j'étais pas du tout dans mon état normal. J'ai fait un énorme burn-out en avril. Les psychiatres ont voulu m'arrêter 1 à 2 mois dans une maison de repos. Mais évidemment, comme je suis très saine, j'ai fait absolument pas. Donc j'ai continué le quotidien, j'ai continué la tournée et tout. Mais il faut imaginer que ce moment-là, genre, je pleurais avant d'aller sur scène. En plus, on m'avait découvert une masse dans le sein, donc je sortais d'une biopsie précisément ce jour-là où je vais chialer. J'étais là, je vais plus aller sur scène. J'en ai marre qu'on me demande de faire 350 personnes. Alors en fait, j'en peux plus. C'est ce truc vraiment de moi. J'ai pas d'arrêt maladie dans mon travail, comme dans plein d'autres travails, mais c'est pas vrai. Il y en a pas tant où t'as jamais de repos, jamais. Bref. Et là arrive Et là- Diane. Diane, je lui dis, parce que ma fin, vous verrez si vous venez le 3 décembre au Folies Bergères, c'est un moment important où je rends hommage à des féminicides. Enfin, genre, c'est un moment wow. Et du coup, je lui dis, surtout, tu rentres pas. Et elle re-rentre. Et là, je crois qu'avec l'état de fatigue, pour la première fois justement en 4 ans, j'ai oublié la fin de mon spectacle. Et en fait, j'ai dit, venez, on s'applaudit toutes les femmes, sauf elle. Et là, j'entends des gens qui font, ouh, t'es pas Soror. Mais moi, en fait, dans ma tête, ce que vous saviez pas, c'est que d'un coup, pendant 4 secondes, je suis arrêtée et j'étais en train de dire, je crois que pour la première fois de ma vie, je vais faire, quelqu'un veut prendre ma place, quelqu'un veut savoir ce que c'est, que d'être sur scène chaque soir, que de se battre sans cesse, que gna gna gna, quelqu'un peut-être veut prendre ma place. Tu veux Diane? Tu veux venir? Tu veux savoir ce que c'est, que je te dérange au moment où t'es en train de chier, ça n'a rien à voir. Mais franchement, si près. Bref. Et donc, du coup, à la place de ça, j'ai juste dit, j'avais pas besoin de ça ce soir, le spectacle est fini. Parce que du coup, j'allais pas l'insulter, dire tout ce que je viens de vous dire. Ça aurait été Je suis pas venu pour souffrir, ok? C'est grave ça. Donc, tu m'as demandé, donc le spectacle vivant. Ouais, je trouve que c'est comme un saut à l'élastique, un saut dans le vide, qui est agréable, donc j'aime beaucoup. Et c'est mieux que la drogue, bah ouais, c'est hyper puissant, il y a un rapport avec les autres, blablabla. Enfin, j'imagine que même ce soir, il y a plein de gens qui sont artistes, donc vous voyez ce que je veux dire. Et Voilà, c'est tout ce que je... Non, mais merci d'avoir partagé ça. peux Et lire une notamment, tumeur, tu as le spectacle. passé aussi un autre moment quand même assez difficile. Donc, tu as été notamment un peu au cœur du réacteur lors de la polémique Prépuce-Netanyahou quand tu étais sur l'émission de Charline Von Honecker et Alex Vizorek sur France Inter. Donc, c'était il y a 2 ans, je crois. Et après, tu as aussi subi du harcèlement de la part de l'extrême droite sur une table ronde, bref. Marine Le Pen te connaît. Voilà. Et en gros, ça dit quoi de... J'imagine, c'est hyper difficile. Ça dit quoi du rôle de l'humour et aussi genre le rôle des humoristes et de la réception de l'humour dans un temps où l'extrême droite est un peu libérée et se permet d'attaquer comme ça. Ok, alors attends, j'essaie de réfléchir. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est la judiciarisation de tout ça. C'est qu'avant, c'était des raids Insta. Moi, j'ai eu 5 plaintes de députés du Front National. Donc, quand ça devient juridique, il y a une dimension différente. Puisque après, je sais que moi, avec des gens que je connaissais qui étaient au gouvernement, MDR la meuf, on a fait en sorte que je passe pas aux questions du gouvernement. Mais en gros, c'est trop chelou. Ça prend des ampleurs qui n'étaient pas les mêmes qu'avant. Aussi pour une raison simple, c'est que comme il y a un milliardaire de gauche, de droite Bolloré, qui détient plein de médias, en fait, il y a un système d'habituation et les obsessions de l'extrême droite qui avant restaient dans leur petit coin de tweets maintenant et relayées jusqu'à devenir une vraie fausse info. Et moi, je l'ai vu avec mon truc, donc j'étais accusée d'avoir appelé à prendre les armes contre Marine Le Pen. Et là, non mais sachez que, bref, je vais pas commenter cette phrase, mais le fun truc, c'est comme j'ai même pas dit ça. C'est-à-dire que le mot prendre les armes tout est inventé à partir genre d'un échange et tout. Tout commence par un blog qui s'appelle Français de souche. Bon, déjà, t'as une idée.
Donc moi, je me dis que ça va rester tranquille. D'ailleurs, Samy, qui est dans la salle, a été un des premiers à m'appeler parce qu'il est sur Twitter. C'est un de mes amis, il m'a dit « Je crois qu'il se passe un truc ». Après, il y a Pablo Pio, je sais pas si vous voyez, un des seuls journalistes de gauche qui va à BFM et tout pour essayer un peu de porter la parole, qui m'appelle, qui me dit « Alors, plusieurs plaintes ont été déposées, donc là, Mao, il faut que tu fasses ça. » Et moi, j'étais en mode « Ah bon ?» Parce que moi, j'étais en peignoir et je voulais juste genre boire mon thé à ce moment-là. Mais ok, ma vie était en train de changer. Attends, mais les plaintes, du coup, c'était incitation à la haine? Et à l'insurrection. J'en ai eu... Ouais. J'en ai eu 4, une genre 5 mois après, genre trop bizarre. Genre un gars qui s'est réveillé qui a fait j'avais oublié. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça part du blog. Après, c'est CNews. Et pas de chance. Genre, j'ai un pote qui me dit t'inquiète, il va y avoir une actu plus forte que toi. Il n'y a rien de mieux pendant 5 jours. Sauf que personne ne me connaissait à l'époque. Donc ça devient ridicule parce qu'ils disent aux invités on pense quoi de Mao Drama? Ils sont là, c'est qui? Notamment une femme qui s'appelle Aurore Berger, qui est toujours dans le gouvernement, qui ne me connaît pas. Je suis une femme menacée de mort, menacée de viol, obligée de déménager à ce moment-là, qui dit qu'elle me condamne et qu'elle appelle toute la classe politique à me condamner. Donc ça reprend une autre hauteur, d'où le fait que du coup je passais aux questions au gouvernement. Déjà, qui accepte d'aller chez CNews? Aurore, franchement, t'as pas honte. Enfin bon, bref. Donc du coup, déjà, à partir du moment où elle parle, donc en fait, du coup, désolée, mais j'ai trop besoin de vous expliquer. Après, ça va sur Europe 1. Après, ça va sur BFM. Après, ça va sur Télématin de France 2. Donc on arrive dans le service public. Personne ne regarde la vidéo où je parle et ne vérifie quels sont mes propos. Ensuite, du coup, évidemment, il y a Hanouna qui va se faire une demi-émission dessus. Et enfin voilà. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est un truc faux qui part de l'extrême droite et qui maintenant ça y fait son chemin jusqu'à de la vraie info, jusqu'au gouvernement pour un micro truc. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de gens qui sont plus capables de te dénoncer toi que le génocide d'Israël. C'est fou, hein? C'est dingue. Bon, et aussi l'autre truc que j'allais dire sur l'humour est très fort parce qu'il désacralise les pouvoirs. C'est pour ça qu'il avait déjà été condamné, par exemple, au moment où l'opium du peuple, MDR, Karl Marx, c'était la religion. Et donc, parce que du coup, si tu fais une blague sur le Premier ministre ou sur quelqu'un, c'est bien pour ça qu'en dictature, il n'y a pas le droit à l'humour. Tu le désacralises, tu le rends plus humain. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on demande aux humoristes de se taire. Et surtout, il y a une chasse aux sorcières, on essaie de nous faire peur. Par exemple, un truc qui a vachement bien marché, mais elle a besoin de le faire, c'est quand Blanche Gardin, après sa vidéo pour dénoncer la propagande qui disait que les gens qui soutenaient Gaza étaient antisémites, avec Aymeric Lomprey, elle fait après une interview pour dire qu'elle a plus de taf depuis. Et en fait, je comprends qu'elle ait besoin de le dire, mais du coup, nous, dans le milieu de l'art, ça a été terrible parce que tout le monde s'est dit ah bah ok, en fait, on a déjà tous vécu la galère, tout le monde est intermittent à peine, machin. Mais en plus, tu dis un truc, c'est sûr que t'as plus de taf du tout. Puis Guillaume, moi, j'ai fait partie d'une bande où on a tous été virés. Et voilà, du coup, après, la peur se propage, et donc voilà, du coup, on se dépolitise et on raconte plus rien. Voilà. C'est tout ce que j'avais qu'à dire. Mais bravo. Et au milieu de... Non, c'est un truc aussi, genre, t'as la haine, etc. Mais il y a plein de gens qui sont là et peut-être qui vont pas envoyer de message, mais qui pensent à toi et qui soutiennent toutes les personnes qui ont des plateformes comme toi et qui tiennent des propos de gauche, féministes, engagés, qui parlent de Gaza, etc. Donc c'est important. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, depuis la rentrée, tu es chroniqueuse régulière sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen, présentée par Mathieu Noël. Le vendredi. Et tu as fait ta première chronique devant la seule personnalité de droite qui a réussi à faire croire aux gens de gauche qu'il n'était pas de droite parce qu'il a juste dit le minimum sur Gaza, Dominique de Villepin. Alors, voilà, l'amnésie arrive au meilleur, donc je vous conseille juste un tour sur la page Wikipédia pour vous rappeler que Dominique de Villepin est bien de droite. 2005, les émeutes, c'était lui, la répression. Dominique de Villepin que tu as qualifié de daddy. Mais sur les justement, réseaux voilà, sociaux. moi je ne veux pas parler de ça parce que nous, on ne parle pas politique. Non, mais en fait, je voulais m'amuser. Donc, quand il arrive, je lui dis ça fait quoi d'être l'homme de droite Mais- préféré de la gauche? Et après, Mais je lui est-ce dis, qu'il est que- vraiment... Voilà. Mais Est-ce franchement, qu'il il est vraiment aussi sexy Est-ce qu'il en est vrai daddy qu'on le pense Oui. des DVP? Oui! Putain, j'en étais sûr. À un moment, je lui ai dit, je suis trop désolée de te le dire, t'es à la fois sympathique et t'as des cheveux de riche. J'ai la dame, tu me rends pas la tâche facile. Non, mais il rend pas la tâche facile, hein, il est vraiment sexy. Et en parlant de droite, Michel Sardou a dit « L'humour, c'est le dernier refuge quand on n'a plus rien d'autre. » Mao. C'est vraiment lui qui a dit ça? Ouais, t'as vu? Ça fait... Ouais, moi aussi, j'étais en mode genre... Mao, C'est la politesse du désespoir. est-ce que tu penses que l'humour est une fuite ou plutôt un espace où l'on est obligé de se mettre à nu et de se dévoiler? Oui, c'est pas du tout une fuite, c'est sûr que c'est une mise à nu totale. Surtout le stand-up, t'as pas de décor, pas de costume, pas d'auteur, y a rien, y a que toi. Et c'est pour ça que c'est dur quand on bide, parce que nous on rentre chez nous et on est là, je suis une merde. Parce que t'as littéralement été jugé sur tout ce que tu es, de bout en bout. Donc voilà, oui, c'est une mise à nu, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Je sais pas si j'ai fait. Ouais, non. Et non, on parle de sincérité et la sincérité est une vertu qu'on aime beaucoup au Masque et la Plume dans le cul. Et aujourd'hui, c'est à Babouchka Babouche de se livrer sur ses combats, ses amours et ses emmerdes. C'est pour le coup de Babouche. Le coup de babouche.
Oui, allô? Passe-moi bien, salope. La prochaine fois que t'entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Banger. Alors, d'habitude, j'utilise mon coup de babouche pour dénoncer, remettre les pendules à l'heure et bien sûr l'église au milieu du village. Mais puisque l'actualité est aussi grave en France qu'à l'international, je voulais pointer du doigt une bonne nouvelle, que dis-je, un rayon de soleil au milieu d'une rentrée bien lugubre. Oyez, oyez, Mami Wata a gagné Drag Race. Et vive la reine! C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je ne dis pas ça parce que je considère Mamie comme une amie, car oui, je la connais. Ou parce qu'elle et ses camarades nous ont amusés tout l'été. J'adore la télé-réalité, c'est un gros problème que j'ai. Du coup, des saisons de Drag Race, moi j'en ai vu des dizaines, et à un moment, tout se ressemble. On se laisse doucement bercer par la mélodie rassurante de cette émission stéréotypée. Aussi vite consommée, aussi vite oubliée. Mais épisode après épisode, Mami Wata a brillé en cela qu'à travers ses looks et ses talents, elle a su se raconter, elle et ses cultures multiples, rendant fémage à peau d'âne, aux femmes africaines ou à son ethnie d'origine en Côte d'Ivoire. Elle nous a rappelé que quand c'est bien fait, le drag ce n'est pas que des looks, des perruques et des lip-syncs, mais bien un récit visuel et émotif. À travers des cheveux et du tissu, car oui, elle a porté du tissu, Mami Wata a sublimé son histoire personnelle et nous a offert un récit collectif auquel nous rattacher. Un phare fashion dans la nuit noire du microcosme culturel franco-français. Alors merci Mamie, merci pour ta beauté autant que pour ta sincérité. Et puisque tu annonces ce mois-ci retourner en Côte d'Ivoire pour réaliser un documentaire sur la scène queer locale, eh bien on a hâte de te revoir et j'espère un jour de pouvoir t'inviter à toi aussi manier le masque et la plume dans le cul. Bravo, Mamie. Et donc, dans ton travail aussi, tu ne caches pas... Tu sais que tu es l'invité ? C'est breaking news. Ton féminisme, ton amour, tu as ton amour de la fête. Oui. Tu es une fêtarde et de la fête queer notamment. Alors, d'expérience, j'ai l'impression que le milieu queer est parfois un peu ambigu vis-à-vis de la célébrité. Et on se demandait, est-ce que tu as senti un changement de regard dans les milieux queer ou féministes quand tu as eu un peu plus de célébrité et notamment l'effet télé? J'ai l'impression que la télé a un rôle un peu particulier par rapport à ça. En fait, je vois ce que tu veux dire parce que j'en avais hyper peur. Genre avec Tani, dès qu'on a commencé en 2017-2018, donc c'était la première scène de stand-up queer et féministe ever en France, quand même c'est notre fierté. Eh bien, on s'était dit un jour, je sais pas, on se disait un jour on aura du succès et un jour notre milieu va se retourner contre nous. Parce que c'est un truc qu'on a vu tout le temps par des puretés militantes, par des machins. Et d'ailleurs en sociologie, j'ai lu un truc récemment. Pour une fois, j'avais un début d'élément de réponse de pourquoi on est comme ça dans cette commune. C'est en gros le truc genre des gens qui n'ont rien, le pouvoir nous jette des miettes et du coup on va se disputer entre nous pour ces miettes-là. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des guerres fratricides, des cancels qui parfois sont mérités, parfois pas, qui vont trop loin. Ouais mais je la sens pas. Ouais mais elle est pas sincère quand elle dit qu'elle est marxiste. Enfin tu vois ça peut devenir bref. Ou juste elle regarde Drag Race. En quoi ça devient fasciste de regarder Drag Race? Enfin on va se calmos 2 secondes en fait tu vois. Et donc ça a été ma peur, mais pour l'instant elle ne s'est pas, elle est pas arrivée. Peut-être. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui m'aiment pas et tout, c'est normal. Mais moi, je trouve que j'ai une super commu. Je ressens beaucoup de bienveillance. Quand je suis allée à la télé... Alors non, juste c'est marrant parce que c'est vrai que quand j'ai quitté Inter pour Quotidien, je vais tout le temps au festival. Et quand je disais aux gens, vous me retrouverez à Quotidien, ils faisaient... C'est là, bah vraiment, juste pour toi, je vais regarder. Mais finalement, du coup... Enfin, moi, j'ai beaucoup ressenti qu'ils étaient en mode... Bah écoute, en plus, je suis pas à l'intersection de plein de discriminations, mais c'est en mode... Au moins, juste là, t'existes une fois par semaine et c'est quand même bien. Et j'essaie de faire mon max pour faire des chroniques politiques dans ce contexte. Alors là, Mao, c'est l'heure où il faut éloigner les enfants et les parents. Parce qu'on va rentrer dans la dernière partie de cette émission. C'est le moment de notre chronique façon radio libre de Skyrock, sauf que notre nom, c'est pas Diffoul, mais Diffol. Et il y en a plus que 10 ici.
Alors, Mao, on voulait profiter de ta présence avec nous pour que tu puisses conseiller et réagir aux différentes anecdotes que nos auditoristes nous ont envoyées. Alors, le thème... Les guider peut-être même. Voilà. Ouais. Le thème de rentrée était donc « Été, love, tough ». Donc, on a simplement intitulé cet espace d'expression libre et sans jugement 3615 tough. Alors, pour ouvrir le bal, je commence par une petite anecdote. Je me dévoile comme tu te dévoiles dans ton livre et comme nos auditoristes se sont dévoilés dans leurs vocaux. Moi, je suis allé à Berlin, ouais, très original, cet été, et on m'a embarqué à Finken 3000. Alors, qu'est-ce que c'est Finken 3000 ? Littéralement, ça veut dire niquer 3000. En allemand. Alors en gros, c'est plus ou moins un sex club ou une boîte à cul. Oui, j'adore ce mot en français. Mais bon, ça c'est voilà. Mes parents savent que je ne pratique pas, donc je n'ai pas pratiqué là-bas. Mais j'étais là et je dois quand même signaler que la dite soirée au Ficken avait une ambiance vraiment Feasting for Palestine. Parce que le prix des billets était reversé à des associations palestiniennes. Comme la Kinderberg. Donc si ça, c'est pas la preuve que les queerettes, ça va lier l'utile et l'agréable, je sais pas ce que c'est. Et en parlant d'Allemagne, nous avons une première auditrice qui est allée au Hall Festival, le plus grand festival queer du monde qui a lieu pendant l'été aux alentours de Berlin. On écoute son anecdote. Du coup, les anecdotes du hall. C'est la première fois que je testais un festival sobre. Effectivement, je suis beaucoup plus sage que quand je suis pas sobre. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Autant quand je suis pas sobre, je suis genre pansexuelle. Dimanche, je retourne à la beach stage où j'avais passé un bon moment le samedi. Il fait beau, il fait 30 degrés. Il y avait plein de queers hyper heureux, tout le monde se sourit, tout le monde est beau dans la commune. Tu descends un peu dans l'eau, puis t'as le niveau d'eau qui monte sur ton corps, c'est trop hot. Et là, je commence à être horny. Et ça tombe bien parce qu'il y a une meuf magnifique qui me fait des sourires depuis un moment. Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre parce que je savais pas si c'était moi qu'elle regardait. Après, j'ai vu que j'étais entourée de PD. Donc, c'était moi. Et je finis par me décider de me rapprocher d'elle. Donc je me rapproche un peu, je me rapproche encore un peu. Là, je regarde mon tel et je vois que j'ai un pote qui essaie de me joindre depuis plusieurs heures parce que il commençait à faire une déshydratation. Il avait un petit souci avec une conso qu'il avait eu. Et du coup, on sort avec un autre pote. En fait, tout va bien, il avait juste soif. Et du coup, moi, je projette de retourner à la beach stage. Et là, mon pote fait « Ah, tu vas retourner à la beach stage ?» Bah, moi, j'y retourne plus hein, parce que t'as pas vu l'état de l'eau. Je fais c'est vrai qu'elle était un peu trouble, mais... Et il dit « Non, t'as pas vu les toilettes. » Et en gros, les toilettes... au niveau de la beach stage, enfin comme partout dans le festival d'ailleurs, on débordait. Et là, le débordement a coulé le long de la plage. Donc concrètement, je me suis baignée pendant 2 heures dans du caca en pensant à baiser avec une meuf. Enfin genre vraiment, c'était particulier comme expérience. Mais ouais, donc je n'ai bien sûr plus jamais revu la meuf. Et cette semaine, j'ai grave repensé au hall et tout. Ça a vraiment laissé une impression du rap qui était trop belle. J'ai rêvé que je travaillais dans une station d'épuration et que c'était ma collègue et qu'on finissait par se choper dans l'eau. Donc mon inconscient a réalisé ce que je n'ai pas pu réaliser en vrai finalement. Alors merci pour ces témoignages. Alors je voudrais d'abord dire que vraiment le rêve de travailler dans une station d'épuration et de baiser à la station, c'est le truc le plus genre lesbien que j'ai entendu. Mais sinon, Mao, que t'inspire cette histoire de merde ? Je pense que la merde fait partie de la vie et du coup de la fête, évidemment. Je pense qu'ici, chacun, on a au moins une anecdote en soirée en rapport avec la merde. Et tu le sais très bien d'ailleurs, puisque... Tu as fait un podcast qui s'appelle Histoire de merde. Ah oui, c'est vrai, putain, je croyais que t'allais dire autre T'as chose. oublié ? Non, mais j'ai peur que tu racontes Les un yeux, autre elle a truc. vu sa vie défiler devant Ouais, ses yeux. j'étais là. Wow, meuf. Oui, j'ai fait un podcast qui s'appelle Histoire de merde, où je voulais faire transfert, mais version merde. Et c'est le petit témoignage de 5 minutes, mais vous savez que c'est trop intéressant parce que derrière la merde, il y a des vraies histoires de vulnérabilité et de vie. Notamment, il y a un épisode qui avait été choisi par Apple Podcast au moment de la semaine contre le harcèlement scolaire, parce que j'avais un épisode où il y a une meuf qui racontait qu'elle s'était chiée dessus, genre en classe, en rentrée de 6e, l'enfer sur Terre, tu vois. Oui. Elle se fait rejeter de ouf. Après, elle change de lycée. Elle devient populaire et elle devient la bully de tout le monde. C'est besoin de vengeance, machin. Enfin, c'est un truc en psychologie qui a souvent été expliqué, blablabla. Et tout était parti du fait qu'elle s'était chiée dessus.
Bref, je sais pas. Enfin, voilà, bon. Donc, Ouais. mettre les mains dans la merde, c'est mettre les mains dans la vie. Donc, bravo à elle, vous êtes baignée dedans. La réflexion quand même que j'aurais par rapport à notre auditrice, c'est que ça doit être un peu bizarre de danser avec des gens tout en Moi, c'est est-ce qu'elle a une mycose tout Parce en que c'est ouf, ayant l'eau dans laquelle crois elle qu'elle est. va l'eau bien. de leur lavement sur toi, quoi. Et alors, aussi, dernière anecdote, parce que la drague, c'est pas facile, et la drague queer, c'est pas facile non plus. On a un dernier témoignage qu'on écoute. International. International. Bon, du coup, j'avais une petite question pour Mao. C'est quoi ta meilleure technique de drague? Parce que moi, du coup, elle est vraiment à chier. J'étais en Floride l'été dernier, du coup, et c'était pendant un open bar. C'était 15 balles, alcool à volonté, donc croyez-moi. J'ai beaucoup bu de cocktails. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui ose aborder les gens, malgré le fait que les gens pensent que je suis hyper confiant. Mais j'ai écrit mon numéro de téléphone sur un bout de papier et en fait j'ai voulu aller le donner au mec, mais j'étais tellement bourracho 3000 et j'avais tellement peur que en fait mon bout de papier je l'ai mis dans le verre du mec et le mec s'est étouffé avec. Voilà. Alors, Vos un témoignages, conseil de drague ils sont ouf, pour vos témoignages. éviter d'étouffer. Trop bien. Éviter d'étouffer la personne qu'on a envie de ficken. Moi, j'ai aucun conseil. Franchement, un jour, j'ai demandé à Tani, elle m'a dit à la meuf qu'elle a une belle chemise. Enfin, vraiment, je suis pas aidée avec mon entourage, quoi. Donc, moi, mon conseil, c'est d'être moi-même, d'essayer d'être rigolote. Fixer les gens. Fixer. Non, Red je flag fixe ou green personne. flag? Après, le truc, c'est que moi, je spotte pas quelqu'un et je vais draguer. Genre, j'ai besoin. Je suis partie. T'as un pourcentage réduit de notre communauté où je trouve qu'on vit beaucoup de panphobie, mais je suis pan. Donc moi, si j'arrive dans une salle, personne ne me plaît. Il va y avoir- C'est la personnalité qui va me plaire de la personne. Donc déjà, je vais me mettre à draguer seulement quelqu'un avec qui je m'entends max trop bien et qu'on se parle depuis déjà 24 heures et tout. Donc je vais pécho au bout de 48 heures de festival, par Oui, exemple. toi, t'es un diesel. Yes, but after. After, ça va vite. Diesel, use with caution. Par exemple, j'ai couché avec une fille et je lui parle depuis 6 mois. Et ça, Oh. il a fallu 6 mois et là, c'est trop bien. Donc je suis contente d'avoir attendu pour me respecter dans ma pansexualité, de j'ai besoin de connaître et d'aimer à fond l'âme de la personne. Est-ce que tu penses Avant qu'elle le nous physique. écoute? Non, au pire, ça lui fera plaisir, je pense à toi, bébé. Sur ces belles paroles d'amour, nous arrivons à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Mao Drama d'être Merci. venu se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe des Souffleuses de nous accueillir ce soir. Contrairement à l'année dernière, Teresa Suarez, notre chère photographe, est actuellement à l'Assemblée pour documenter la chute de Bayrou. Donc avec nous ce soir, nous avons eu le plaisir d'avoir Snow pour prendre des photos. Un grand merci à Snow. Allez suivre son travail, son Instagram, c'est @hotpinksnow. Un grand merci à l'artiste Roxane Maillet pour mon t-shirt Green Peaks. Merci à Quentin Bidot pour le magnifique visuel de la saison 2. Merci à Ous pour la régie. Merci à Babouchka Babouche. Allez suivre la page Instagram @le masque et la plume DLQ. Et on vous donne le rendez-vous le 27 septembre à Artagon-Pantin où nous ferons un épisode hors série dans le cadre du festival Jerkoff. Et ouais, Est-ce que je pourrais dire mon actu? Dis-le maintenant, dis ton actu. J'ai plus qu'une seule date à Paris. Ce sera le 3 décembre au Folies Bergère. Ça sera capté pour la télé. et je serai là. Et elle sera là. Et genre, j'avoue, mon dream pour une capta, c'est que du coup, il y a la commu et qu'on s'emmerde pas. Que parce que c'est 40 balles la place, j'ai pas que des gens en chemise, machin, Et redingote. Diane, tu reviens pas. Donc si vous voulez, genre, je sais pas, économiser, vous dire allez, c'est pour Mao, on y va, ça me ferait plaisir. Voilà, venez. Puis après, je jouerai plus jamais à Paris pour de vrai. Donc voilà. On Merci y mille sera fois. et tu es en tournée dans le reste de la France. Pour le tout temps. On y sera. On se voit sur les points de mobilisation le 10, car oui, la lutte est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée!